Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de à quoi j'ai joué en septembre dernier, donc le dernier mois, donc absolument tous les jeux. J'en ai joué quand même, il y en a eu pas mal, il y a eu quelques petites séquences aussi les fins de semaine, donc ça l'a... Je regarde la pile, on a quand même un bon planning aujourd'hui. Donc premier jeu qui a été joué ce mois-ci, il s'agit de Subterra. En fait, Subterra, jouable de 1 à 6. Nous, on y a joué une partie à 3 joueurs. Et malgré tout, en jouant à chacun 2 personnages, ça l'a quand même bien été. Il y a la petite règle de fin que je suis pas certain de quand on sort et tout ça. Nous, on s'était dit, on abandonne personne. Et personne n'est mort et on a survécu. Là... Déjà, le jeu est censé être punitif, donc je m'attends à ce qu'on aille peut-être rater quelques règles. On a peut-être été chanceux, il y a ça aussi. On n'a pas eu beaucoup de monstres qui ont apparu, donc déjà en partant, je crois que ça fait partie du deal, que ça a super bien été, et les cartes sont sorties genre à la fin. Mais, somme toute, le jeu, je lui ai donné un 7.6, qui est quand même une excellente note compte tenu à ce que je donne d'habitude pour plusieurs jeux. Et donc, Subterra, en fait, bonne partie, bon co-op, beaucoup de discussions en fait à avoir, belle composante. Moi, c'est sûr que j'ai la version, la grosse boîte, genre Deluxe, mais sans les figurines, donc juste les meeples en bois. Ça fait très bien le travail. Il y a peut-être un petit souci de lisibilité, surtout sur les pentes descendantes ou ascendantes. Il y aurait peut-être pu mettre un autre type d'iconographie pour ceux-là, pour dire ah, voici c'est ça et c'est dans ce sens-là, peut-être, parce que là on s'est posé la question quelques fois, tous les fois qu'on a viré une tuile comme ça. Pour ce qui est du reste, les personnages assez bien balancés. J'ai les 3 expansions qu'on n'a pas ajouté encore, et on avait joué au niveau de difficulté normal. Donc je suppose que en ajoutant les cartes x2 et tout ça, ça doit être assez punitif, mais somme toute, très belle découverte ce mois-ci, Subterra. Par la suite, avec les mêmes 3 joueurs que la séquence de Subterra, eh bien, on a joué à la suite spirituelle de The Lost Expedition, et nous avons joué à Judge Dredd Cursed Earth. Et en fait, c'est un jeu dans lequel vous allez jouer en coop. Vous avez Judge Dredd, Judge Giant et Judge Anderson. Donc, c'est le même principe que The Lost Expedition, c'est-à-dire que vous allez avoir des cartes que vous allez devoir jouer devant vous, en fait, devant tous les joueurs, en ordre numérique dans une phase et en ordre dans lequel vous allez les placer dans la phase de nuit. Et en fait, tout ça avec des ressources extrêmement limitées. The Lost Expedition et celui-ci, je trouve qu'il est beaucoup plus difficile que The Lost Expedition. On s'est rendu beaucoup plus loin dans The Lost Expedition. Ici, ils ont ajouté que Judge Anderson, qui est un des 3 types de ressources que vous avez, comme par exemple à la base vous aviez la recherche, l'exploration, la tente et tout ça. Et dans celui-ci, en fait, Judge Anderson a un pouvoir psy et qui est activable, qui donne certains bénéfices. Donc plutôt particulier en supplément. On ne peut pas choisir d'autres personnages que les 3 juges, contrairement à The Lost Expedition. En plus de ça, vous avez aussi quelqu'un qui course contre vous. Donc l'intelligence artificielle course contre vous. Dans l'autre, vous étiez seul. Donc ça rajoute en plus une difficulté supplémentaire. Vous ne récupérez pratiquement jamais de nourriture. Donc ça, c'est extrêmement frustrant. Par la suite, vous avez les radiations qui sont un nouveau type de statut que vous pouvez avoir. Et si la radiation dépasse votre vie, vous mourrez. Donc 3/4 du temps, vous allez mourir des radiations parce que vous n'avez plus de nourriture. Donc vous allez manger quelque chose complètement avarié, probablement, avec la radiation. Ce qui fait que vos personnages vont mourir de ça. Ce qui est une nouvelle façon de mourir. Et... somme toute, il faut arriver avant le concurrent qui est bougé par l'intelligence artificielle et des cartes que vous allez prendre. Et en plus de ça, déjà, si vous avez senti le niveau de difficulté, on ajoute en supplément sur le lot de tout ça des habiletés spéciales par endroit. Donc à chaque fois que vous allez avancer, la carte qui va être révélée va avoir du texte qui va s'appliquer. Et plus souvent qu'autrement, c'est un malus. Donc, encore une fois, pour mettre un peu plus de difficulté. Donc, somme toute, le jeu lui-même, je vais regarder ça. En fait, j'avais même pas regardé sa note. Donc, on est live comme ça. Et je lui ai donné un 7.1, qui est un petit peu moins bon que The Lost Expedition, bien sûr, parce que c'est ma foi beaucoup trop difficile.
Par contre, côté contenu, les cartes sont encore de super bonne qualité, des super belles images tirées en fait des bandes dessinées. Par contre, les jetons sont un petit peu moins épais que dans The Lost Expedition, ce qui est plutôt ordinaire, mais il y a une petite boîte de carton qui permet de ranger tous les jetons à l'intérieur. Donc, Judge Dredd The Curse Hearth, un 7.1. Nous enchaînons ensuite avec un jeu co-op tiré d'un livre de H.P. Lovecraft, donc Call of Cthulhu et tout ça. Donc, c'est The Mountain of Madness. Donc, The Mountain of Madness. Et en fait, Mountain of Madness, c'est plutôt particulier parce que c'est un jeu dans lequel vous allez devoir vous dépêcher. Première des choses, vous dépêcher dans certaines phases. En plus de ça, vous allez avoir des trucs un peu weird qui sont en train de vous dire que vous allez vous devenez de plus en plus fou. Comme par exemple, vous allez avoir des malus. Vous devez parler plus fort que tous les autres. Vous devez parler moins fort que tous les autres. Vous devez toucher le visage d'un autre quand vous parlez. Vous devez, genre de trucs comme ça. Vous devez dire les chiffres à l'envers. Vous devez, tu sais, vous ne devez pas nommer de couleur. Vous devez faire les chiffres avec vos doigts seulement sans les dicter. Vous voyez à peu près le genre de malus. Et comme c'est un jeu co-op, ça amène une certaine couche plutôt, je vais dire, pas ridicule, parce que c'est pas être rendu, faut que je me tienne dans un coin, puis, tu sais, arrosez-moi dans le dos, là, on n'est pas exactement dans, je sais pas pourquoi j'ai ça comme exemple, mais on n'en est pas là. C'est des trucs qui restent, du moins pour ce qui a été vu par notre partie, par notre demi-partie, sensiblement. On embarquait dans le deuxième tiers, mais il y a un de nos joueurs sur 3 qui a dû quitter, donc on n'a pas fini la partie, mais de ce qu'on a pu voir avec les mécaniques, ça lui valait une certaine note quand même franchement intéressante, qui était un 7.8, donc extrêmement élevé. Par contre, niveau des composantes, c'est bien, les cartes sont super jolies. Une fois qu'on a tout placé, les tuiles sont épaisses, les jetons de poker sont efficaces. Mécaniquement, ça se joue assez bien une fois qu'on a compris comment ça fonctionne. Mais peut-être que la rejouabilité du point de vue des malus, donc la folie que vous allez récupérer peut-être dans le deck. Il y a quand même plusieurs cartes, mais je pense que si vous y jouez beaucoup, ça va peut-être donner une expérience limitée. Si vous y jouez une fois ou 6 mois, par exemple, peut-être que ça va être intéressant parce que vous ne reverrez pas les mêmes trop rapidement. C'est un peu comme n'importe quel jeu de party, finalement, dans lequel vous tirez une carte et vous savez c'est quoi la réponse parce que vous l'avez déjà entendu un mois avant. Donc, c'est un peu le même principe. Parce qu'il y a des folies, ça va être, il faut que tu dises un mot et tu fasses une pause de 3 secondes. Tu sais, par exemple, là, en sachant ça, dès que tu vas parler puis tu vas laisser une pause, tu vas reparler. Ah oui, c'est vrai, il y a cette carte-là, c'est beau. Alors qu'on ne doit pas les présenter aux gens, les cartes qu'on a, mais à un moment donné, on sait c'est quoi. Et tout est weird. C'est toutes des affaires un peu bizarres, mais ça fait partie de la thématique du jeu qui est bien rendue. Donc, une très, très, très belle note pour ce Mountain of Madness qui a passé, je pense, sous les radars à cause de ce petit côté, peut-être, manque de replay value. Mais pour l'instant, pour ce que j'en ai vu, mécaniquement parlant, ça me semblait extrêmement solide. Suite, dans le fond, à la partie de... Parce que tout s'enchaîne comme ça. À la partie de Mountain of Madness qui n'a pas pu être terminée, il nous restait 2 joueurs et je me suis dit qu'on allait essayer en attendant peut-être que le 3e joueur allait revenir. Et en fait, nous avons joué à Love Letter The Hobbit. Donc la version Battle of the Five Army. Et en fait, c'est ma version que j'aime le moins de toutes les versions de Love Letter. Parce qu'il y a trop de combos qui vous font perdre initialement. Vous voyez un peu le... Parce que si vous avez joué à Love Letter, si vous avez le 8, qui est probablement soit la princesse, qui est le Joker, qui est tout le temps la carte la plus élevée, eh bien, en fait, si vous devez la défausser, vous perdez la partie. C'est comme ça que ça fonctionne. Et dans celui-ci, en plus d'avoir des cartes qui permettent de faire défausser ça, il y a là, en plus le ring qui vaut un 0 qui donne une twist, mais vous avez une carte, deux cartes en fait, que plutôt de comparer et la carte la plus basse est retirée du jeu, vous avez aussi retiré la carte la plus haute et retirée du jeu. Donc, si vous pigez ce combo-là au départ, c'est-à-dire votre première carte, cool, j'ai le 8, deuxième carte, on compare, la carte la plus haute est out. Automatiquement, ronde 1, première pige, je me sors.
très ordinaire. Très, très, très ordinaire. Je comprends qu'on met plus de cartes de côté en début de partie. On est allé au maximum, en fait, de tous les cristaux. Je crois qu'il y en avait 12, donc ça a fini 6 à 5 ou quelque chose comme ça dans les parties. Mais le jeu lui-même, je lui ai donné un 6. C'est juste, il est tout juste passable, juste parce qu'il y a trop de façons de perdre. Normalement, tu as quand même une certaine, une micro-stratégie. Tu as un peu de chance de, je vais prendre un guess de telle carte, ça me va. De faire défausser l'autre parce que tu penses qu'il y a le 8, ça me va. Mais là, ça, quand tu t'auto-piges ça et que tu t'élimines comme ça, parce que toutes les autres cartes, tu restes en vie. Tu guesses quelqu'un d'autre, tu compares la valeur, donc la plus petite valeur va être sortie. OK, tu dois faire défausser, tu fais défausser l'autre. Mais là, tu te ramasses que c'est un peu le même combo. Bref, je suis moins friand. En fait, tu sais, le de base qui pourrait arriver, c'est c'est pas toi qui commence, t'es deuxième joueur. Le premier joueur joue, par exemple, un Gandalf dans le jeu qui est la protection. Donc, tu peux pas le targeter lui. Toi, t'as le 8, tu piges une carte, faire défausser quelqu'un, t'es obligé de te choisir, tu perds. Ça, dans une partie normale, ça arrive. Mais là, ici, en plus de ça, en plus que le monde, éventuellement, va savoir que c'est ça que t'as comme valeur, ça commence à être compliqué et ce combo-là de s'auto-sortir dès la première pige arrive régulièrement. Donc, un peu trop fréquemment pour que ça donne le goût d'y rejouer. Mais on s'est laissé tenter en attendant peut-être que le troisième joueur allait revenir, mais finalement, il n'est pas revenu. On a juste terminé la partie tout simplement. Et sa note n'a pas augmenté. Il reste à 6. C'est une version passable, jouable, mais sensiblement toutes les autres que j'ai essayées sont meilleures que cette version-là, qui est, à mon sens, brisée. Par la suite, j'ai eu la chance, en fait, de pouvoir sortir un giga-jeu qui a pris, je vais dire, un bon 6 heures d'explication de règles, de placement et pour jouer, donc pour une première partie, bien sûr, mais une fois qu'on a compris les mécaniques, ça se joue super bien. Et c'est un jeu pour lequel je lui ai donné un 8.1, qui est une très très bonne note comme premier jeu pour une partie à 2 joueurs de Planète Apocalypse. Donc Planète Apocalypse, version française, donc qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Il y a un Kickstarter qui vient de finir aussi, ou qui est en cours présentement. Bref, c'est à eux de finir si jamais cette vidéo-là sort ou il vient d'être terminé. Pour la saison 2. Beaucoup de matériel. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est du dice chucking. Vous allez lancer des dés, vous récupérez des dés de plus, des dés 8, des dés 4, plus un dés 10, vous lancez tout ça, vous additionnez vos résultats, bang, vous faites des dégâts, vous éliminez des giga gros ennemis. En plus de ça, d'upgrader votre personnage avec des habilités qui débloquent aussi autre chose en même temps, qui est extrêmement bien foutu, eh bien, vous allez avoir une petite partie de Tower Defense que vous allez pouvoir faire. C'est-à-dire, vous pouvez recruter des armées, différents types de soldats qui sont plus forts ou moins forts, dépendant de l'initiative que vous devez avoir. Et à partir de là, vous les amenez sur le champ de bataille. Vous pouvez les garder avec vous. Ils vont vous servir un peu de meat shield. Donc, si vous faites attaquer, vous dites non, finalement, c'est vous autres qui crevez. Par contre, vous pouvez les déposer dans une zone. Et à partir de là, ils sont, je vais dire, pratiquement invincibles. C'est-à-dire que les ennemis qui rentrent dans cette zone-là se font mitrailler. Donc, en embuscade. Mais après ça, en fait, vous pouvez, si vous êtes dans cette zone-là, les utiliser encore une fois comme étant des meat shields, mais il faut être dedans. Sinon, ils vont tenter de faire des dégâts à tous les ennemis qui arrivent. Et vous avez un boss qui arrive lentement mais sûrement, et vous devez aller le battre. Et franchement, la bataille avec le boss, c'est assez épique. En fait, déjà en partant, c'est pas vous jouez sur le plateau. Non, non, non. Vous prenez les figurines, vous mettez un portail pour dire que vous allez revenir là. Vous partez sur un autre plateau à côté, qui est juste la présentation. Et vous allez vous battre contre le boss. Vous devez faire spawner des ennemis à ce moment-là. Toutes les éliminer. Après ça, pouvoir essayer de taper le boss. En plus, lui, il y a quelque chose en début de tour. Nous autres, on se battait contre, je crois que c'était Baphomet, ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est que le monstre était en train de passer à travers d'un mur. Donc, ses mains avaient transpercé le mur. Donc, il pouvait nous tirer des balles de feu. Mais nous, on avait un mur, en fait, qui l'empêchait de faire des giga attaques de feu, genre du lance-flamme. Mais par contre, nous, quand on l'attaquait, on touchait le mur avant. Donc, il fallait prendre une décision de on l'attaque lui
mais c'est beaucoup plus difficile de le toucher, où on attaque le mur, on le brise, mais là l'ennemi va devenir plus fort, mais il va devenir plus fort en attaque, mais il va être plus faible en défense. Donc il fallait tout le temps une belle twist comme ça. Il y a plusieurs boss, il y a aussi des sous-boss qui spawnent éventuellement, qui sont quand même un peu plus difficiles. Ça prend plusieurs attaques, pour plusieurs rounds en fait, pour pouvoir les éliminer. Et mécaniquement parlant, c'est solide. Oui, c'est du dice chucking, c'est pas là où vous allez avoir des décisions un peu à la Eurogame. Là, on oublie ça, on n'est pas dans le calcul exact comme ça. Mais pour ce qui est le visuel, franchement attrayant, la map, tout ça, les figurines, les monstres, il n'y a rien à redire là-dessus. Donc, franchement, super belle découverte de ce mois-ci. Un 8.1 Planète Apocalypse. Donc, nous avons enchaîné par la suite à un jeu que je pensais qu'il allait être bon à 4 joueurs. Et il s'agit de Team Manager de Card Game. Donc Blood Bowl Team Manager de Card Game. Donc en fait, ce jeu-là est pas... en fait, c'est tiré de Blood Bowl, mais vous n'allez pas nécessairement jouer physiquement au Blood Bowl. Pas du tout. En fait, c'est que vous allez essayer de drafter, même pas, c'est vous allez essayer, il y a une petite partie de deck building. En fait, vous avez un deck de joueurs et de races à la base, qui est aussi une équipe, et qui vous donne différents types de joueurs avec différentes habiletés. À ce moment-là, il va y avoir des cartes qui vont être mises dans le milieu de la table, correspondant au nombre de joueurs. Et à partir de là, vous devez vous placer d'un côté ou de l'autre de ces cartes-là, par exemple format tarot. Donc d'un côté ou de l'autre. Et ça, si vous restez donc dans le match, eh bien vous allez avoir le bonus qui est inscrit du côté que vous êtes placé. Vous pouvez juste vous placer d'un côté par carte. Et aussi, si vous remportez le match, qui est calculé avec des valeurs numériques assez simples à calculer, eh bien vous avez aussi la récompense dans le milieu de la carte, tout simplement. Donc, il faut réussir à optimiser chacun de ces placements pour essayer de gagner, évidemment, le plus possible partout. Mais il y a des symboles qui sont plus pratiques. Vous pouvez avoir en fait des cartes qui vont augmenter l'habileté de votre équipe. Vous allez avoir des cartes qui vont aussi faire un peu ça, mais plutôt vous donner des actions supplémentaires. Vous allez aussi avoir des joueurs superstars qui vont s'ajouter dans votre deck. Donc, votre deck devient un peu plus gros. Mais il faut aussi filtrer. Donc, si vous êtes capable d'enlever des joueurs de moins bonne qualité, vous allez sortir les gros joueurs un peu plus souvent. Et de temps en temps aussi, il y a des petits... on va dire des modificateurs qui s'ajoutent pour le round en cours. Donc ça, au moins, ça donne une certaine rejouabilité. Et aussi, il y a les tournois que tout le monde peut juste aller là-dedans. Il n'y a pas d'un côté ou de l'autre de la carte. Et le gagnant remporte tous les honneurs, beaucoup de trucs. Et en fait, il faut gagner des fans. Et chacun a un peu sa technique, comme par exemple les orques doivent littéralement massacrer les joueurs adverses, les blesser et tout ça. Il y en a d'autres qui doivent remporter des matchs, il y en a d'autres qui doivent être juste les blesser, mais pas nécessairement les retirer du jeu. Bref, mécaniquement parlant, beaucoup de calculs, beaucoup de stratégie en fait. Ça, c'est super bien fait. La petite partie de deck building très minimale, mais juste assez. Si c'était juste de ça, pas sûr que ça serait intéressant. Donc ça donne plein d'alternatives pour aller un peu partout. À chaque fois, on gagne certaines récompenses et on pige 2 cartes, on en choisit une. On pige 3 cartes, on en choisit une. On en prend toujours juste une. Donc il n'y a pas quelqu'un qui prend un avantage vraiment trop gros pour les autres joueurs. Donc le jeu quand même très bon, mais donc je lui ai donné un 7.6. Le pourquoi sa note n'est pas aussi grandiose que tout le gameplay, le visuel et tout ça, c'est que il y a deux choses. Première des choses qui ça n'a peut-être pas un lien pour sa note, mais il y a une expansion qui est pratiquement introuvable, qui aurait dû être printée par Fantasy Flight Games qui a perdu les droits. Donc, pour avoir un jeu complet maintenant, il faut sensiblement soit acheter le bundle de quelqu'un qui le vend avec le jeu de base et les 2 expansions pour 300-400$ sur eBay par exemple. Ou si vous réussissez à trouver l'expansion qui manque, qui est la plus chère des 2 expansions sorties, eh bien, elle est vraiment trop dispendieuse ou n'est pas dans la bonne langue. Donc, tout simplement, plutôt ordinaire là-dessus. Je dois quand même donner une bémol, justement, parce que je sais que je n'aurai jamais un jeu complet. Donc, ça, c'est plutôt dommage. Quand je l'ai acheté, c'était déjà trop tard.
Donc ça, c'est mon erreur, mais quand même. Et l'autre chose, c'est que à 4 joueurs, c'est beaucoup trop long pour ce que c'est. Parce que ça devrait être extrêmement rapide. Bang, 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 c'est terminé. On a fait un round, on joue. Là-dessus, on voit, je ne sais pas si je vois le temps de jeu, probablement je vais dire un 60 minutes peut-être qui doit être indiqué sur la boîte. Mais on a passé sensiblement 4h30, une demi-heure pour les règlements et le reste juste du jeu pour essayer de maximiser, de voir les meilleurs coups possibles. Donc c'est extrêmement long quand vous avez plus de joueurs. À 3 joueurs, je pense que c'est vraiment pas là. Par contre, à 2 joueurs, je pense que c'est vraiment beaucoup plus rapide comme un duel de jeu de cartes, peu importe lequel vous choisissez, Magic ou tout ça, que vous savez ce que vous avez dans votre deck, vous commencez, il y a 2 terrains, je joue de ce côté-là, l'autre va jouer probablement à l'autre côté, il va aller sur l'autre terrain, vous allez jouer là. Et tout simplement, c'est du back and forth extrêmement rapide. Vous passez votre main de cartes et bang, on regarde les résultats et on enchaîne avec le round suivant. À 4 joueurs, c'est beaucoup plus long, donc ça a été trop long pour ce que c'est. Donc, je ne sais pas si ça peut être clair, mais ça, c'est mon avis personnel. Par contre, je pense qu'à 2 joueurs, c'est là que le jeu doit trouver sa vitesse et une partie de sa saveur. À 4 joueurs, la saveur est là, mais c'est trop long. Donc, je pense qu'à 2 joueurs, ça doit être exactement le bon player count pour Blood Bowl Team Manager de Card Game. Par la suite, j'ai rejoué parce que j'avais joué 1 ou 2 parties en solo. J'avais pas été super loin. Il me manquait quelques informations et j'avais laissé ça de côté en me disant un jour je jouerai avec quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est arrivé. Et j'ai pu essayer le 7e continent. Donc, 7e continent à 2 joueurs plutôt qu'en solo. Et est-ce que ça vaut le coup à 2 joueurs? En fait, oui, pour ce qui est de se disposer des tâches, en fait, ça, je pense que c'est le plus important dans le jeu pour être capable de toujours min-maxer un peu de ce qu'on a besoin, de nombre de cartes à piger et aussi à qui ça peut aller. Donc, si par exemple, un personnage est plein de compétences et plein d'objets, ben nécessairement, ça vaut pas le coup, si c'est des trucs intéressants, d'aller dans une action qui va nous forcer à piger certaines cartes de plus, par exemple, parce que on a décidé d'y aller alors que tu n'en récupéreras pas. Ça vaut peut-être pas le coup. Par contre, à 2 joueurs, est-ce que c'est plus long? Peut-être que oui, parce qu'on doit lire chacune des cartes pour que l'autre puisse entendre au moins un peu l'histoire, comment ça se produit. La partie qu'on a jouée, on a été malchanceux déjà en partant. Toutes les expansions sont mixées ensemble. Et en fait, première carte, premier scénario, sans trop spoiler, bref, il y a quand même un petit peu de spoil, mais je pense pas. Place initiale, on se déplace au nord, on avance d'une case, on tombe sur une larve. Et à partir de là, on décide, est-ce que on la laisse aller, est-ce qu'on essaye de s'en faire un animal de compagnie ou on l'élimine puis on la bouffe. Ben, on a décidé de l'éliminer, de la bouffer. Après ça, il y a eu sa mère, probablement, ou son père, giga ver de terre, un peu à la Trémor, qui est sorti du sol. Et là, il a fallu, on pouvait pas le combattre parce qu'on était en début de partie, on n'avait absolument aucun inventaire. Il a fallu qu'on se déplace, mais là, en fait, c'est pas exactement nous qui a sorti de la zone, c'est qu'on a déplacé le ver dans le seul endroit qui était disponible, qui était la carte de départ. Donc, on a fouillé ce qu'on pouvait fouiller au nord. Il a fallu qu'on rentre dans un combat avec la larve. On n'a pas battu. J'ai joué de la flûte ou quelque chose. J'ai fait de la musique. On a prié. On est survécu. Et la larve s'est redéplacée au nord, qui était un endroit où on pensait mettre un radeau à l'eau. Donc, déjà en partant, on savait qu'il fallait y retourner. Donc, après ça, on avait juste 2 cartes de fête. Puis on avait quasiment 1 heure de jeu, là, sensiblement en 2 cartes. Donc, là-dessus, il faut être prêt à s'investir. Si on veut se dépêcher dans le jeu, ça ne vaut pas la peine. Il faut explorer, il faut flipper des cartes, il faut regarder les trucs correctement. Donc ça, déjà en partant, ça prend un certain minding. Déjà. À 2 joueurs, je crois que c'est un petit peu plus long qu'en solo, parce qu'en solo, tu lis la carte, tu mets ça là, et c'est réglé, tu prends toi-même ta décision. Tu as un seul personnage à bouger de toute façon. Là, pour les fois que c'est arrivé, on n'a pas vraiment splitté le groupe en 2 pour faire des actions séparément. C'est pas arrivé souvent. Parce qu'en fait, on doit sélectionner qui va être le joueur en cours actif. Est-ce qu'il y a des joueurs qui le suivent, par exemple? Donc, on s'est pas mal suivi partout. C'était le plus pratique. Mais
c'est mieux, en fait, pour l'expérience de jeu, d'être plusieurs, je pense. Le jeu est plus long un peu, mais l'expérience de jeu est meilleure parce que ça fait quelque chose à raconter au final. Et on n'a pas réussi, tout simplement, la partie. On est mort, je vais dire, au tiers, probablement de la première aventure. Mais je suppose qu'on était finalement juste au quart ou même au cinquième de la première partie. Mais somme toute, ça reste un jeu extrêmement efficace avec une partie un peu dont vous êtes les héros, vous flippez des cartes et il se passe des choses. Et le jeu, je vais juste revalider, il me semble que c'était une très bonne note. Donc c'était un 8.6 qui était déjà là. Et c'est encore un 8.6. Ça n'a pas descendu, ça n'a pas augmenté. Donc très 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 forte note. Le 7e continent. Donc franchement, très très belle. En fait, j'avais déjà découvert, mais très très belle partie, encore une fois. J'ai été plus loin que ce que j'avais fait en solo. Donc, c'est une bonne chose. On enchaîne maintenant avec ce qui a peut-être été un flop initialement, en fait, de ce jeu-là, qui est 8-Bit Box. Et 8-Bit Box était une caisse qui ressemble un peu à une console. Et en fait, c'était censé devenir la première console de jeux de société. À l'intérieur, ça vient avec des composantes génériques qui peuvent fonctionner pour plusieurs modules et avec des manettes qui peuvent aussi servir pour plusieurs modules. Et en fait, ce qui était fourni avec la boîte de base, il y avait 3 jeux à l'intérieur et une boîte demi qui servait strictement à rien, qui était juste des jeux annoncés prochainement, mais avec rien dessus. Les 3 jeux initiales, la note que j'avais donnée était un 6.8. Donc, additionné ensemble, ça donnait un 6.8. Il y avait un jeu de course avec une élimination de joueurs que je n'avais pas apprécié à cause de ça. Et surtout, il y avait une tuile précise que si vous sélectionnez cette tuile-là dans le draft initial, vous saviez votre stratégie allait être basée sur quoi. Donc ça, c'est plutôt dommage. Après ça, il y avait un petit jeu un peu style Pac-Man dans lequel il faut faire certains choix minimaux pour que les adversaires tentent, eux de vous attraper et vous d'essayer de ramasser le plus de points possible. C'était correct, mais c'est pas quelque chose que vous allez dire « Ah oui, celui-là, je m'en souviendrai bien, j'ai le goût de rejouer. » Et il y avait la partie Stadium qui était à jouer en équipe, donc 4 à 6 joueurs. Nous, on y avait joué, je crois, à 6 joueurs. Et en fait, donc ce jeu-là était peut-être le plus intéressant mécaniquement parlant, mais ça valait au total 6.8, donc 3 petits modules, mais pas un qui est comme « Wow, j'ai le goût de rejouer ». Plus tard est sorti, donc celui que j'ai pu essayer, qui est Double Rumble. Donc Double Rumble est un beat'em up à la Final Fight ou Street of Rage, dépendant de quelle génération de console vous avez eu, la Super Nintendo ou la Sega Genesis / Mega Drive. Et en fait, celui-ci se rajoute donc dans la boîte, au moins il rentre dans la boîte déjà, parce qu'on peut mettre le demi en dessous de la boîte de manette, et ça rentre super bien. Et avec tout ça, ce jeu-là a été assez intéressant pour remonter la note de la 8-Bit Box à 7.1 au total, et non pas juste pour ce module-là. Mais ce module-ci, en fait, est jouable solo ou à 2 joueurs, pas plus que ça. Donc c'était le range qui manquait, parce que Pixoid était 3 à 4 joueurs, le jeu de course était de 2 à 6, ou même 3 à 6, si je me rappelle bien. Et le dernier était 4 ou 6. Donc, il nous manquait un certain range, 1 à 2 joueurs. Donc, on peut jouer solo ou on peut jouer... en fait, on peut jouer à 2. On y a joué en coop, donc à 2 joueurs. Et c'est quand même, je vais dire, assez bien simulé. Vous allez devoir placer des cartes à gauche ou à droite d'un plateau. En fait, dans une ligne ou une autre. Plutôt parce que les ennemis... La façon dont ils sont placés regarde vers les joueurs par défaut. Donc, si le joueur regarde par la droite, vous devez le mettre à gauche du plateau. Donc, c'est logique. Et c'est ce qui est les ennemis qui regardent à gauche, de les placer à droite pour qu'ils regardent vers le plateau. Mais vous avez 2 lignes possibles dans lesquelles vous allez avoir vos 2 personnages qui vont attaquer. Mais le début de round, c'est vraiment, on doit placer tous les ennemis du deck, plus le boss. Et on doit placer ça donc initialement pour savoir comment ça va se passer, parce qu'il y a des ennemis qui boostent celui d'en avant, il y en a d'autres qui calculent le nombre qu'il y en a dans la ligne, il y en a qui prennent le boost de l'ennemi au-dessus.
Et après ça, ça devient un puzzle des éliminer dans un certain ordre. Si vous pouvez, vous avez les objets pour le faire. Et ça fonctionne avec des roulements de dés, tout simplement. Donc, vous le réussissez, vous ratez. Il y a des dés qui ont plus de probabilité de l'avoir. Il y en a d'autres qui vont donner des bonus supplémentaires. Il y en a qui destroy tout d'un coup. Vous avez aussi de la furie. Donc, une furie passive et une furie extrême que vous pouvez utiliser pour redescendre à 0. Donc, un bon petit système là-dessus. Pas super complexe. Les ennemis ont chacun un point faible que vous pouvez utiliser. Donc, malgré tout, les composantes à l'intérieur, quelques decks de cartes, quelques cartons pour les personnages. Ça a été quand même assez intéressant, plus que les 3 autres modules qui étaient dans la console de base. Donc, ça lui a permis d'augmenter à 7.1. Sur une autre semaine, on a pu jouer à 3 joueurs au jeu Tower of Arcanos, qui est sorti, ça fait quand même un bon moment. On n'a pas joué avec les expansions qui sont fournies à la base. J'avais aussi un playmat qui était fourni de la campagne Kickstarter qui ne sert strictement à rien. Il n'y a pas de calcul de points. C'est vraiment pour mettre les 4 tours à construire en plein milieu et c'est tout. Chose que vous pouvez faire sur une table ordinaire. Donc, ceci étant dit, c'était la version de luxe. Il y avait des cristaux qui ont été ajoutés pour remplacer des points. Vraiment pas utile en fait parce que les jetons de points en carton ont une valeur numérique tandis que les autres, ben là, ah oui, l'orange c'est 1 point, les verts c'est 5 points. Il faut se souvenir de ça, ça vaut vraiment pas le coup. On s'est débarrassé de tout ça. Il y a aussi, en fait, le jeu lui-même est un dice drafting un peu comme Sagrada, pour ceux qui ont joué à Sagrada, avec l'accent, parce que Sagrada, ça n'existe pas. Donc, qui est là où on construisait des vitrails, des vitraux, avec des dés. Donc, on brasse un paquet de dés, on en choisit un, le joueur d'après, le joueur d'après. Et là, en fait, dans Tower of Arcana, ce qui arrive, c'est qu'on tourne toujours un dé de plus que le nombre de joueurs en cours. Donc, on était 3 joueurs, donc on tournait 4 dés par tour. Ce qui arrive, c'est que chaque bâtiment, les 3 tuiles disponibles qui vont vous donner le plus de points, ceux-là, vous devez avoir une valeur de dés ou une couleur de dés pour pouvoir vous placer en fait sur ces tours-là. Et chacune des tours a 3 bonus spécifiques. C'est-à-dire, vous pouvez gagner 2 points de victoire instantanés. Vous pouvez gagner des points de victoire égales à la hauteur de la tour. Donc, si ça commence, vous gagnez 1 point de victoire. Vous voyez que vous allez prendre le 2 points de victoire au premier étage. Probablement le 2 points de victoire au deuxième étage. Mais au troisième étage, vous allez vouloir avoir l'autre bonus. Et aussi, vous avez la possibilité de placer un personnage supplémentaire ailleurs que vous ne pouvez plus utiliser, mais qui va bloquer une action d'une autre tour, tout simplement. Donc, ça, c'est plus le côté essayer de bloquer quelqu'un d'autre, côté stratégique. Et à chaque fois que vous avez rempli donc, les 3 actions d'une des tours, eh bien, il y a un décompte qui est fait savoir qui a le plus d'influence, c'est-à-dire celui qui a le plus de personnages, et il y a un personnage qui est le Master, qui compte pour 2 votes. Si jamais il y a une égalité, en tout cas, il y a un bris à faire, tout simplement, les personnes se séparent les points. Mais c'est une façon de faire, et après ça, on met un nouvel étage, et on recommence donc avec cet étage-là, et on augmente vraiment visuellement parlant, ça fait une tour. Et en fait, chacun des dés donc va rester là pour faire les piliers en fait du carton supplémentaire et de l'autre d'après. Le jeu se termine beaucoup trop rapidement, c'est ce que j'avais déjà lu un peu dans les critiques, et c'est les résultats que ça nous a donné. On est arrivé au bout de 9 rounds à 3 joueurs, et on a fait ok, c'est déjà fini, les tours sont pas super hautes et les scores sont à peu près égales. Par contre, la petite bémol du pourquoi je lui ai donné, je crois, j'ai dit un 7, c'est que bon, le matériel que j'ai dans ma version Kickstarter est beaucoup trop et inutile en grande partie pour le jeu. Donc déjà en partant, ça c'est un petit bémol. Par contre, toutes les tours dans le jeu de base ont tous les 3 mêmes habilités tout le temps où vous pouvez vous placer. Donc déjà, côté rejouabilité avec le jeu de base, c'est pas tout à fait ça, je pense. Les dés sont de super bonne qualité, les meeples sont corrects, mais sans plus. Ce qui arrive, c'est que lors des 2 premiers tours de jeu, et là c'est mon expérience personnelle parce que ça m'a affecté moi directement, donc c'est pour ça que je peux en parler, et je suppose que c'est probablement arrivé à d'autres gens, c'est que vous avez 3 tours, comme je vous ai parlé, mais il y en a une dans le milieu qui donne vraiment pas beaucoup de points, mais que vous pouvez toujours vous placer. Donc, ce que ça fait,
c'est que premier tour, le premier joueur qui était pas moi, qui était en fait, moi j'étais le dernier joueur, il brasse les dés, il y a 2 dés qui peuvent aller sur les tours. Tandis que les 2 autres dés, c'est impossible qu'ils aillent sur les tours, je vais être obligé de me placer dans le milieu. Ce qui me donne déjà un retard considérable sur les 2 autres. Donc eux ont déjà des points, donc chacun 2 points de victoire, proche d'eux. Moi, absolument rien, mais j'ai gagné une habilité spéciale que je vais pouvoir utiliser plus tard. Bon. Donc, ça donne ça. Par la suite, deuxième round, le deuxième joueur roule les dés. Il y a un seul unique dé qui peut se placer. Donc, lui, il place le dé, récupère pratiquement un deuxième point de victoire. Donc, l'écart vient de se creuser. Il y a 4 points de victoire, j'en ai 0, l'autre joueur en a 2. Donc, lui, moi, je fais mon truc, je ramasse parfait l'influence, en fait, je place mon jeton, tout ça. Lui, n'a pas le choix d'aller se placer dans le milieu, il me fait scorer, donc je récupère 1 ou 2 points, mais lui en récupère un aussi. Donc, je suis encore en arrière, malgré que j'ai joué deuxième. Et là, c'est vraiment le début de partie qui brise un peu, et l'écart est resté pas loin du même, c'est-à-dire que le gagnant a fini par exemple avec 32 points, le deuxième 31 et moi avec 27, qui est l'écart de 4 points creusé par les 2 premiers tours du jeu. Donc, déjà en partant, que je pense pas avoir lu qu'on avait la possibilité de faire un, comment ça s'appelait, un mulligan, que vous pouvez relancer pour s'assurer que tout le monde puisse placer un dé, c'est clairement pas ça. Donc, ça a juste été très 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 malchanceux, mais déjà en partant, partir avec un handicap comme ça, c'est plutôt dommage, donc c'est pour ça que je lui ai donné la simple note de 7. Probablement que les expansions règlent une bonne partie de ce problème-là, c'est-à-dire avec des tuiles différentes. Donc ça, je pense que c'est quand même beaucoup mieux comme ça. Et somme toute, à la fin de partie, ça s'est avéré à être, est-ce que j'essaie de faire le meilleur score, est-ce que je fais du king-making ou je m'en mêle pas? C'est un petit peu ça, la finalité, donc plutôt dommage pour le troisième joueur dans ce cas-là. Ça a été plutôt une partie donc quasiment à 2 joueurs avec un troisième qui foutait un peu le bordel sans jamais pouvoir gagner. Donc, plutôt dommage. Donc, peut-être qu'à 4 joueurs, ça aurait été le best. Peut-être à 5 joueurs, même avec l'expansion 5 joueurs. Je pense qu'à 4, ça doit être beaucoup mieux. Ça donne plus. En fait, ça donne moins de choix au pouvoir se placer, mais il y a plus de dés à choisir. Donc, je pense que c'est peut-être mieux à 4. On est allé à 3 et ça a donné ce résultat-là. Donc, malheureusement, pour Tower of Arcanos, un 7. C'est quand même bon, là. C'est passable, les composantes et tout ça, mais pas super convaincu du début de partie, de la manière que ça a été fait. Je pense que ça peut arriver plus d'une fois, ce qui casse considérablement le rythme. Et en fait, le jeu est tellement court. Ici, c'est indiqué 10 minutes par joueur. C'est à peu près ce qui est arrivé. Donc, un 10, 15, 20 minutes d'explication et à peu près 30 minutes de jeu et c'était terminé. Alors qu'on aurait pris probablement 15 minutes de plus, un 2-3 tours là, pour pouvoir bien se placer, ça aurait été bien, mais le jeu finit beaucoup plus tôt que ça. C'est ce qu'il faut savoir avant même de commencer. C'est une fois que vous allez penser que votre mécanique est bonne, le jeu se termine. Et voilà. Donc, 7 pour The Tower of Arcanos. Nous allons par la suite embarquer sur le jeu Jetpack Joyride, la version Deluxe ici, qui rajoute des cartes supplémentaires, des modules supplémentaires, des figurines, un jeton de métal qui servent strictement à rien. Et un module solo qui permet de faire des puzzles que je n'ai pas essayé. Peut-être qu'un jour je le ferai, qui va peut-être faire augmenter sa note un petit peu. Sa note, évidemment, il fallait que je ferme tout ça. Sa note étant, si je ne me trompe pas, évidemment je viens de me tromper, c'est génial, bravo. Tu vois te préparer comme ça, je suis en train de locker mon téléphone en me dépêchant. Et 6.9. 6.9. Parce que, au final, Jetpack Joyride, qui est un jeu, je crois, Steam ou sur cellulaire, que j'avais déjà vu le personnage, mais j'ai jamais joué à ce jeu-là, en fait, c'est que c'est en fait un jeu de vitesse. Déjà en partant, ce qu'il faut savoir, c'est un jeu de vitesse avec des polyminos, donc des différentes formes, mais qui vont être mis dans le milieu de la table et qui sont disponibles pour tous les joueurs. Et là, le jeu est jouable de 2 normalement, de 2 à 4. Et je peux dire qu'on a joué à 3 joueurs et il y a sensiblement un joueur à chaque partie qui a réussi à sortir parce qu'il est arrivé avec ça et il ne restait pas vraiment de tuiles dans le milieu de la table. Donc,
franchement, si tout le monde essaye et joue à peu près de la même vitesse, vous allez manquer de tuiles même à 3 joueurs. Donc à 4 joueurs, j'imagine même pas le résultat. Ça doit être... personne va sortir de son laboratoire. Parce qu'en fait, vous allez avoir 4 cartes que vous allez placer devant vous, donc pour faire une ligne. Et il va y avoir des missiles, des lasers et tout ça sur la carte. Et vous devez placer les formes géométriques, un peu style Tetris. Fait que vous pouvez un peu vous imaginer le type de forme. Et vous devez les placer pour que ça se suive, tout simplement, faire un chemin comme si c'était le personnage que vous contrôlez avec son petit jetpack et qui doit éviter les obstacles, ramasser des pièces de monnaie. À chaque round, il va y avoir donc une phase de décompte qui va être les nombres de pièces que vous avez ramassées, des buts qui sont tirés à chaque map, donc il y en a 3 par map, et qui vont aussi vous donner des points. Vous allez par la suite calculer tout ça. Celui qui a le plus de points, celui qui a le moins de points va choisir un objet en premier dans une liste qui va sortir, et on y va de même. Ça, après ça, tout le monde donne ses cartes, ses 4 cartes au joueur à gauche. Et tout simplement, on les replace toujours parce qu'il y a niveau 1, 2, 3, 4. On les replace dans son ordre, on repige les nouveaux buts et on refait un autre round. Donc chacun va avoir eu les cartes de tout le monde, sensiblement, parce qu'il y a 3 rounds à jouer. Donc à 3 joueurs, normalement, tout le monde va avoir essayé les maps de tout le monde. Par contre, le fait d'essayer les maps de tout le monde, les scores sont quand même extrêmement différents parce que vous avez les buts qui changent. Donc, il y en a un, par exemple, il faut aller frotter le dessus de la map pendant 10 cases consécutives, ou un total de 10 cases. Mais il y en a certaines maps d'ailleurs qui sont placées que c'est pratiquement impossible. Donc, déjà en partant, vous faites « Ah, cela je pourrais pas le faire ». Mais tandis que si vous aviez eu un autre but, par exemple le round d'avant, vous auriez probablement fait mieux que votre collègue. Donc, tout simplement, les maps ne sont pas pareilles pour tout le monde. Donc, vous essayez de faire au mieux avec ce que vous avez devant vous et les buts qui sont sortis, faire le meilleur score possible. Ce qu'il faut dire, c'est que dans la version de base, c'était un pad de papier pour calculer les points. Dans la version de luxe, on a un petit pad pour écrire avec un petit feutre. Franchement, ça prenait ça. Parce que le pad de papier, vous allez passer à travers extrêmement rapidement. C'est ridicule. Le jeu lui-même, pour ce qui est de la version Deluxe, je suis pas mal sûr que ça vaut clairement pas le coup. Là. La grosse figurine, un jeton en métal qui sert strictement à rien. Il y a des tuiles supplémentaires, mauve pour des véhicules. Bref, on a mixé aucune expansion. On est allé uniquement avec le jeu de base qui est sorti en magasin. Et ça lui a donné un 6.9. Le fait de devoir se dépêcher, ok, mais en plus de ça, c'est que vous pigez tout dans le même pool. Et en plus de piger tout dans le même pool, c'est que les formes ne sont pas à l'infini. Donc vous avez un certain nombre égal de toutes les formes. Mais si quelqu'un se dépêche vraiment à placer, puis vous prenez votre temps à essayer de prendre le meilleur chemin optimal, ben lui, il va clairement sortir de la zone en ramassant le plus de jetons et vous n'en aurez pas pour vous. Vous n'aurez plus la forme que vous vouliez. Au lieu d'avoir un pool de chacun, d'un certain nombre, et débrouillez-vous avec ça, c'est pas ce qui a été choisi. Donc déjà ça casse un petit peu le jeu en partie, les buts qui changent à chaque fois qu'on change le plateau. Je comprends qu'on recommence à zéro pour tout le monde, donc on ne sait pas exactement ce que l'autre avait, la configuration, on ne peut pas se fier à ça. Ce qui est correct, c'est correct pour ça. Mais somme toute, le jeu, je sais pas, c'est pas comme un wow. Ça reste un 6.9, c'est correct, mais sans plus. Ça paraît pas de même, mais le temps file en bonne compagnie quand même. Et donc, on continue. Il nous en reste pas beaucoup. Essayez d'être des survivants. Comme dans le jeu The Crew, The Quest for Planet 9, donc la quête de la planète 9, qui est Pluton normalement, mais qui ça a l'air que c'est une étoile morte gelée. Donc, The Crew, qui est un trick-taking game. Trick-taking game, c'est-à-dire que tout le monde va avoir une même carte avec des cartes de valeurs différentes, donc de 1 à 9, si je ne me trompe pas, dans ce jeu-là, ou 1 à 8. Et de différentes couleurs, donc 4 couleurs différentes. Et tout simplement, vous devez mettre une carte dans le centre, vous démarrez la main, vous mettez une carte dans le centre, et vous devez essayer de récupérer donc des mains. Normalement, un trick-taking game, c'est un peu ça. Donc, si vous jouez, par exemple, un 3 rouge, les autres sont obligés de jouer la couleur dans laquelle vous allez embarquer. Donc, si je joue du 3 rouge, l'autre peut jouer un 5 rouge, donc il devient celui qui devrait gagner la manche. Et le dernier joueur va jouer un 1 rouge parce que c'est la seule carte qu'il a. Donc le joueur qui a joué le 5 rouge a la carte la plus forte et il récupère ça. Si vous n'avez pas la couleur, vous pouvez jouer n'importe quelle carte en sachant que vous allez perdre cette main-là. Il y a aussi des cartes qui sont extrêmement puissantes, qui balayent absolument tout, ce qu'on appelle normalement les trump cards. Malheureusement, c'est un terme qu'on peut... on peut pas trop se dire que c'est bien hot comme terme, mais c'est quand même le terme qui est utilisé dans tous les trick-taking games. Et en fait, dans celui-ci, c'est un jeu co-op. Un jeu co-op en trick-taking game. Ça fait un peu weird,
dit comme ça, mais le jeu, c'est quelque chose. Il faut franchement penser à son tour parce que le jeu, en étant coop, du trick-taking game, vous êtes comment ça peut fonctionner. Eh bien, en fait, c'est que vous allez avoir un livre de scénarios, d'environ une cinquantaine de scénarios, de plus en plus difficiles. Et dans chacun des scénarios, vous allez avoir, à un moment donné, des contrats, des objectifs à remplir. Et en plus de ça, ils vont vous donner une ordre dans lequel vous devez les remplir. Donc, par exemple, vous pouvez avoir un but qui va être, vous devez remporter une main avec un 5 rouge. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous devez, si c'était peu importe quoi, donc c'est pas vous devez jouer un 5 rouge pour remporter la manche. Non, 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 non. Il doit avoir un 5 rouge dans la main que vous allez gagner. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si c'est pas vous qui avez le 5 rouge, parce que toutes les cartes sont distribuées le plus équatement en fait, entre les joueurs, eh bien, vous voyez que vous n'avez pas le 5 rouge. Donc, mais le monde voit le but que vous allez avoir à atteindre. Donc, quand quelqu'un va jouer un 5 rouge, ben là, il ne faut pas que, par exemple, que ce serait, on est à 3 joueurs, bien sûr, je suis le dernier à jouer, le premier joue le 5 rouge en se disant, ben moi, je dois avoir le 6, le 7, le 8 ou le 9 rouge. Mais là, l'autre à côté, suivant, il joue le 9 rouge. C'est impossible que je gagne ça, parce que le plus haut que je peux avoir, c'est 8 rouges, et le 5, automatiquement, je ne réussirai pas à aller la chercher, et la mission se termine comme ça. Donc, on n'a pas le droit de parler de nos cartes, mais il faut allumer le plus vite possible que s'il met un 5 rouge, eh bien, le suivant doit mettre... Il n'y a pas le choix, de jouer du rouge, c'est du trick-taking game. Mais en bas de 5 le plus possible, et que moi, en espérant que j'ai une carte en haut de 5 pour pouvoir aller la chercher. 5 rouges, 6 rouges, 7 rouges, 8 rouges, pour aller prendre la main, et là, mon objectif est terminé, je peux tourner la carte. Ça, c'est quand même pas pire quand il n'y a pas un ordre. Mais quand il y a un ordre de ça, ça doit être le deuxième but qui est fait, dans l'ordre, oh, là, ça commence à être plus compliqué. Parce que là, vous allez spender les cartes, essayer de vider une couleur pour pas être capable. À un moment donné, on avait, il faut gagner une main avec un 1 dedans, et c'est moi qui l'ai, le 1. Mais c'est quand même possible d'y arriver, mais c'est très, très, très difficile. Mais c'est la façon de faire. Il faut vider la couleur, tout simplement, pour qu'il reste une unique couleur, le 1 rouge, et personne ne peut jouer du rouge. Donc, automatiquement, je vais gagner. Vous voyez un peu le genre? Donc, franchement, petit format, très petite boîte, en fait. On voit ici 20 minutes par partie. En fait, c'est beaucoup moins que ça. Ça peut se terminer à l'intérieur d'un 5 minutes. Très, très, très rapide. Vous enchaînez les scénarios. On s'est rendu, je crois, au 7e. On a terminé le 7e scénario. Ça a pris environ, je vais dire, 1 heure, en tout et pour tout, avec les règlements à l'intérieur. Et plus ça va, plus c'est difficile. Plus il faut vraiment allumer sur les calculs qu'on doit faire. Franchement, très très belle surprise de Crew de Quest for Planet 9. Et je lui ai donné un 7.3 parce que mon matériel, les petites composantes en carton, c'est pas super clair de ce côté-là. Il y a une petite partie dans les règles qui est pas super claire non plus. Et en plus de ça, il me manque une broche sur mon livret. Donc, malheureusement, côté composante, c'est là où le jeu merde. Mais côté mécanique, le trick-taking, ça va. Les petites mécaniques de dans l'ordre, il fallait y penser. Donc, un 7.3, petit jeu extrêmement rapide, super cool. Après ça, j'ai joué une séance live, solo, de Adventure Island. Donc, un roguelike, comme j'ai appelé ça dans ma session de jeu. Live. Donc, en fait, c'est un jeu dans lequel vous allez vous promener, faire des actions, un peu, pas vraiment comme le jeu dont vous êtes l'héros, on est quand même loin de là, mais, normalement, assez intéressant pour vouloir rejouer, mais c'est un roguelike. Donc, vous allez avancer dans le jeu, vous allez mourir, vous allez recommencer, vous allez mourir, vous allez recommencer, jusqu'au temps que vous allez trouver le chemin le plus optimal pour finir une aventure. Et une fois que vous allez avoir le chemin, vous devez espérer avoir les bons résultats pour arriver à cette finale-là. Donc, en plus, ça vous prend une certaine chance pour le réussir. C'est là où les gens ont décroché totalement. De mon côté, je lui ai donné un 7.3. Donc, les composantes sont quand même de bonne qualité. Les dés sont plutôt corrects avec les ronds imprimés. Les images sur les cartes sont quand même extrêmement jolies. Mécaniquement parlant, j'avais la petite introduction qui est, je vais dire, plutôt broche à foin pour expliquer les mécaniques. Donc, pas super réussi. Et le scénario de base, très efficace. Donc, le premier scénario, l'aventure 1, fonctionne très très bien. J'ai fait 2 tentatives.
Donc en solo avec 2 personnages, comme si c'était à 2 joueurs tout simplement. Et ça l'a très bien fonctionné. Bon, je suis mort 2 fois, mais j'ai eu une fois où j'ai découvert qu'est-ce que je devais faire. Et la deuxième fois, je savais ce que je devais faire, mais finalement, proche de la fin, je me suis rendu compte que c'était impossible que je puisse réussir ce tour-là. Alors je suis allé complètement ailleurs pour explorer. Et j'ai trouvé des choses qui vont me permettre, tout dépendant de qu'est-ce qui va sortir en premier la prochaine fois, de pouvoir faire ces actions-là. Et en fait, là où je sais que les gens ont été frustrés, c'est que vous finissez les 5 aventures qui sont fournies, il n'y a pas d'expansion de prévu, rien. Vous finissez les 5 aventures et vous vous ramassez avec un paquet de cartes qui n'a pas été ouvert. Parce que ça vous indique, c'est quand vous atteignez certains endroits, développez ce paquet de cartes-là, ajoutez-les dans le deck. Et là, ça, vous ne les avez pas eu parce que vous avez tellement focusé sur le but à atteindre de chaque truc que vous n'avez pas exploré. Mais le problème, c'est que si vous explorez, vous allez manquer de temps et vous ne réussirez pas l'objectif. De là, la partie roguelike, qu'il faut comprendre que ça fonctionne comme ça. Il faut explorer et vous allez mourir. Il ne faut pas que ce soit frustrant de ne pas réussir. Parce que vous allez avoir en plus des genres d'achievements que vous allez avoir qui vont vous faciliter votre partie, qui vont vous permettre de mieux explorer plus tard. Donc, il faut absolument finir tout ça, et la façon en fait de compléter, je veux dire, le jeu à 100%, c'est de trouver chacun des objets pour vous aider à faciliter chacun des scénarios, pour pouvoir voir toutes les cartes. Mais pour faire ça, vous devez faire plusieurs fois les mêmes scénarios, et c'est là où les gens ont fait, moi je suis pas capable de réussir, mettons, l'aventure 1, ou même l'aventure 2, et ça me frustre. Mais en fait, c'est normal, c'est la première fois que vous allez jouer une aventure, vous ne devriez pas avoir un succès. Vous ne devriez pas remporter la partie parce que vous ne savez pas qu'est-ce que vous cherchez exactement et non plus comment les résultats vont influencer tout ça. Une fois que vous savez ce que vous voulez, ben vous relancez votre partie et là, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner comme exactement ce que vous voulez faire. Donc là, c'est là où les gens se frustrent un peu et abandonnent et disent « Ah, finalement, c'est un jeu de merde. » Mais, loin de là, le Adventure Island, un 7.3 pour ma part. Donc, le mois dernier aussi, j'ai joué à un Eurogame, donc vers la fin de mois. Et c'est un jeu que j'avais reçu dans ma pile de jeux aléatoires, en fait, de 5 gros jeux et 5 petits jeux. Et il s'agit de Valparaiso. Et Valparaiso commence plutôt bizarrement. Les explications sont pas tout à fait claires. Il faut mécaniquement embarquer dans le jeu. Il manque d'exemples dans le livret d'instructions. Plateau super beau, mais un peu trop chargé, ce qui nous manque un peu de visuel, comme par exemple les chemins, l'ordre dans lequel on doit suivre les chemins et tout ça. Par contre, mécaniquement parlant, le jeu est quand même extrêmement efficace. Vous devez récupérer des goodies, donc différents types de métaux, et aller les livrer en mer, qui vous permettent d'avoir des cartes qui vont s'ajouter à votre deck pour faire un deck building game, qui va aussi, par la suite, une fois que vous allez avoir deck buildé votre deck, vous allez prendre ces cartes-là pour en faire un ordre, en fait, une programmation, un peu comme Robot Rally. Vous allez mettre ces cartes-là devant vous et vous allez faire le 1 à 5 dans le cas. Là, évidemment, là, je saute par-dessus quelques règles là, qui vous permettent d'avoir une carte de plus ou une carte de moins. Mais les 5 cartes dans l'ordre. Mais vous pouvez toujours faire la carte que vous voulez en moyennant un certain coût dépendant de où elle est placée. Donc, ça ajoute. Vous êtes rarement obligé de faire exactement dans l'ordre que vous avez choisi si vous avez un peu d'argent, ce qui est un peu le nerf de toute la partie. Vous devez vous en garder un petit peu. Et en fait, donc la mécanique, c'est que vous devez aller vous promener dans les villages pour faire des échanges, pour ramasser des points de victoire, pour ramasser de l'argent, pour vous construire dans le village, qui va vous donner des bénéfices à chaque tour, qui va vous permettre éventuellement d'avoir des ressources, qui vont vous permettre d'aller en bateau livrer ces ressources-là pour avoir des cartes qui vont vous permettre d'avoir des meilleures habiletés pour jouer lors de votre phase de programmation. Et ça tourne comme ça. Et il y a une couple de petites twists intéressantes comme faire des postes de garde entre les postes de garde, en fait entre Valparaiso et les postes d'échange, qui permet que les joueurs qui doivent aller échanger sont obligés de payer 2 $, 2 pesos, en fait, à la personne qui a le poste frontalier, tout simplement. Donc, il y a ça. Il y a les échanges. Vous pouvez prendre possession, en fait, je vais dire, du magasin, du marchand.
Et en fait, les joueurs sont obligés de vous payer. Quand vous allez faire votre échange, vous valez pour 1 de plus. Toujours mécaniquement parlant, toujours efficace. Vous avez une rangée d'échanges possibles, mais vous devez toujours faire celle-là qui est en bas. Et une fois qu'elle est faite, ça se décale de 1 en descendant. Donc vous savez qu'est-ce qui va arriver par la suite. Donc il faut jouer un peu avec ça, c'est-à-dire vous laissez l'adversaire en faire un pour pouvoir avoir l'autre. Il faut lui laisser croire que vous voulez le premier alors qu'il va se dépêcher à prendre le premier, mais vous vouliez réellement le deuxième but, par exemple. Donc, extrêmement efficace là-dessus. Le plateau, comme j'ai dit, la première partie en haut avec les maisons, très très clair, rien à redire là-dessus. Le plateau de joueurs, très très clair aussi, rien à redire là-dessus. Mais la section du bas du plateau avec les villages et tout ça, ça c'était pas tout à fait clair à première vue. Après ça, quand tu commences à bien penser, ok, oui, ça fonctionne bien. Et le jeu, le scoring est extrêmement tight pour tout le monde, parce qu'à chaque fois que quelqu'un fait un peu de points, l'autre va réussir à le rattraper. Il y a plein de façons différentes de faire des points, dont d'aller faire des échanges, d'aller récupérer des cartes. Les cartes en fin de partie vont aussi valoir de l'argent, en fait, valoir des points. L'argent vaut aussi des points. Donc, beaucoup de façons dans le jeu en fait, de faire des points, et ça se termine par contre abruptement la fin de partie. Mais somme toute, Valparaiso a été quand même une belle découverte le mois dernier, et je lui ai donné un 7.4 pour une partie à 4 joueurs. Et le dernier jeu, en fait, qui a été joué le mois dernier, qui lui a un 7.5 comme note depuis extrêmement longtemps. Quand même un jeu efficace. J'ai toujours joué en équipe normalement, mais là, j'y ai joué en 1 contre 1 pour voir un peu si la dynamique était différente, et j'aime mieux jouer en équipe que jouer en version versus. Et il s'agit en fait de Croquignol. Donc je vais juste le montrer ici, mais je vais le remettre en arrière. Je vais garder juste le petit screenshot à l'écran. Donc, Croquignol, 7.5, le jeu dans lequel vous devez essayer de faire le plus de points possible en mettant des disques sur le plateau, en visant normalement le milieu. S'il y a des disques adverses sur le plateau, vous devez viser un disque adverse en premier, en tentant évidemment de les sortir. Et en joueur solo, plutôt, en fait, plutôt, je vais dire plus difficile, parce que c'est automatiquement le joueur qui est en face de vous et pas le joueur qui est à côté de vous. Parce que quand vous jouez en équipe, le joueur qui joue juste un peu avant vous ou après vous, c'est des adversaires. Et en fait, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que vous allez avoir des disques beaucoup plus faciles à viser parce que vous êtes dans l'angle. Mais l'autre côté, là vu qu'on joue face à face, ben, si les disques restent pris dans son quart de cercle de son côté, c'est beaucoup plus dur pour moi de me rendre de l'autre côté du plateau, ce qui fait que la difficulté est un petit peu augmentée, mais c'est la même chose pour les deux joueurs, donc ça reste quand même correct, et toujours le score positif moins le plus petit score donne le score du round en cours, donc ça change pas, c'est les mêmes règles encore. Donc j'aime mieux jouer en équipe 2 contre 2, mais somme toute, c'est quand même bien. C'est pas aussi rapide que je pensais que ça allait être beaucoup plus rapide en fait comme partie, mais au final, pas du tout. Ça prend quand même une bonne trentaine de minutes, voire 45 minutes, de bien jouer, de bien se placer, de prendre le temps de prendre ses tirs, parce que c'est pas nécessairement un jeu de vitesse. Et donc, il a resté avec sa note de 7.5. Donc c'est ce qui conclut cette vidéo de à quoi j'ai joué au mois de septembre, et on va se revoir le mois prochain pour de quoi je vais avoir joué à ce mois-ci, donc le mois d'octobre. Sur ça, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde! Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.